Juste pour me situer un tout petit peu, que je suis active aussi dans Constituante, dans D1920, et que le focus de notre travail a été de combattre les grands traités de libre-échange en général, en pluriel, traités d'austérité, etc. Dus we hebben de laatste jaren heel hard gevochten tegen de verschillende grote verdragen, de vrijhandelsverdragen, maar ook het stabiliteits- of het austeriteitsverdrag, hoe dat je het ook wil noemen. On m'a demandé de dire quelque chose sur le TSCG, mais aussi sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais j'ai compris, je suis venu tard et je vais partir tôt parce qu'en fait, je dois prendre mon bus à Dijon. Et je crois que Rav a déjà beaucoup dit. Mais je vais quand même dire certaines petites choses là-dessus. Ik ga kort iets zeggen over het TSCG. Dat heeft men mij gevraagd, maar ook wel over de procedure van vandaag. Want daar zijn wel een aantal belangrijke zaken, hoewel ik denk dat Raf heel veel al verteld heeft. Bon. Je vous invite dans ce beau crépuscule qu'on voit ici en dehors de réaliser qu'on est témoin d'une journée historique. On est témoin de la fin de la démocratie politique belge. Ik nodig u uit om samen met mij in deze prachtige avondschemering getuige te zijn van een historische dag. Namelijk de dag waarop de Belgische politieke democratie tot een einde komende is geweest, whatever. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Et c'est directement lié à ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Dat is direct verbonden met hetgeen dat er vandaag op het grondwettelijk hof gebeurd is. Namelijk, c'est-à-dire, la Cour a décidé, ça c'est le fond de l'affaire, la Cour a décidé que n'importe quel citoyen, n'importe quelle organisation représentative, n'importe quelle organisation citoyenne, n'importe quel syndicat est recevable comme partenaire de discussion politique et juridique dans une plainte qui concerne la structure et la décision de l'Union européenne. Il faut bien vous réaliser ce que ça veut dire. Vandaag heeft het grondwettelijk hof beslist dat geen enkele burger, geen enkele representatieve organisatie, geen enkele syndicale organisatie of geen enkele andere organisatie tout court als ontvankelijk verklaard kan worden wanneer het gaat om klachten met betrekking tot de beslissingen en de structuren van de Europese gemeenschap. Je moet u goed realiseren wat dat betekent. Il faut bien se réaliser ce que ça veut dire. Parce que justement, depuis le traité de Maastricht, en fait c'est depuis déjà plus longtemps, mais depuis le traité de Maastricht, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle apparemment en français, les pouvoirs égaux sont en train d'être déplacés de l'État, l'État-nation moderne, je suis d'accord, je ne suis pas pour l'État-nation moderne, mais ça n'a aucune importance maintenant, on analyse la situation, les pouvoirs égaux, les pouvoirs de gérer le budget, ce qui revient dans la trésorerie et ce qui est dépensé de la trésorerie. Aussi, regarde à ce qui se passe en Ukraine, etc. Le pouvoir de participer dans des guerres, je ne suis pas pour ça, soyons clairs, je décris seulement la situation, et de déterminer les grandes lignes politiques de l'organisation de l'État, du polis en fait, de la communauté politique, sont déplacés de l'État-nation vers la structure européenne. Ça c'est la réalité. Ça a vraiment été institutionnalisé avec le traité de Maastricht. Sinds het verdrag van Maastricht wordt op een systematische manier de essentiële staatsmacht, in het Frans zeggen ze de koninklijke macht, om ook een traditionele term te gebruiken, de macht om het budget, de belastingen, de staatsuitgaven, de staatsinkomsten te regelen, dus ook de staatseconomie, en de macht om oorlog te voeren of niet te voeren, en de macht om de grote relaties in de maatschappij, waar dat de staat, laten we zeggen, op dat moment de constitutie van is, om die te regelen. Dat wordt allemaal hoe langer hoe meer verplaatst naar het Europees niveau. Qu'est-ce que le TSCG, le traité de stabilité? Est-ce que c'est seulement une autre étape dans ce processus? Non, c'est une étape gigantesque, c'est un saut d'un ordre qualitatif énorme, c'est-à-dire, pour la première fois, ce transfert de pouvoir souveraine
Et on ne doit pas immédiatement entrer dans un crampe idéologique et dire « Ah, non, non, on doit comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire, dans tel ou tel contexte, malheureusement maintenant, le contexte de l'État-nation, ça peut être d'autres contextes, mais il s'agit de quand même une situation politique. Hein. Les pouvoirs souverains sont transférés sur le niveau de la Constitution vers le niveau européen. Ça veut dire sur le niveau de la base même, en philosophie on dirait ontologique, sur le plan de ce qui est. C'est comme ça que la Constitution ne définit pas une ethnie. La Constitution ne définit même pas nécessairement une entité culturelle. Ça peut être, mais ce n'est pas nécessaire. Constitution, c'est très 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 ancien. Les Grecs avaient déjà des constitutions. Il y a d'autres pays et d'autres peuples et d'autres cultures et d'autres trucs qui ont eu des constitutions loin avant qu'on avait les États-nations. Alors il n'y a aucune raison d'identifier la notion de constitution avec l'État-nation. C'est beaucoup plus ancien, beaucoup plus large, beaucoup plus profond et beaucoup plus varié. C'est très important de garder ça dans la tête. Huh? Dus een grondwet is niet noodzakelijk de grondwet van een nazistaat. Dat kan zijn en in de moderniteit is dat meestal zo. De moderniteit waarvan wij nu het einde zien. Laten we daar duidelijk over zijn, als sociaal, politiek en economisch concept. Ja? Maar er zijn vele oudere grondwetten. Er zijn grondwetten geweest van totaal andere soorten politieke entiteiten. Dat dateert al van in de oudheid. Dus dat is een veel ruimer, een veel ouder en een veel gevarieerder begrip. Dat biedt dus wel degelijk mogelijkheden. Ja? Dat moet ook niet per se op papier staan. Une constitution même doit ne pas nécessairement être écrite. Il y a évidemment des avantages de l'avoir écrite, mais ce n'est pas même nécessaire. Alors, qu'est-ce que fait une constitution? Une constitution constitue la communauté politique. Point. Je vais répéter ça. La constitution constitue la communauté politique. Alors, la communauté politique existante étant définie par une constitution, si tu abolis la constitution, la communauté politique est abolie aussi. C'est ça ce qu'on a vécu aujourd'hui en Belgique. Il faut bien voir ce que ça veut dire. Même si les apparences sont un peu tenues comme ça, la communauté politique belge, si tu veux, avec ses pour et ses contre et tout ce que tu veux, mais cette communauté politique, aujourd'hui, a fini d'exister. Parce que la Cour constitutionnelle a accepté que les pouvoirs égaux de l'État belge sont transférés contre cette même constitution, contre les articles clairs là-dessus de cette même constitution, vers le niveau européen. Et ils disent que c'est normal, c'est bien, c'est acceptable. C'est la fin. Ça implique qu'un débat politique, ou un combat politique, ou un débat juridique, ou un combat juridique sur ce que c'est l'Union européenne ou de la transformer, c'est fini les amis. C'est plus possible, ça n'existe plus. Vous pouvez encore un peu jouer avec vos billes dans le jardin interne de la politique, dans la prison qui a été construite par l'Union européenne. C'est ça la réalité dès aujourd'hui. Vanaf vandaag is het zo dat de essentiële staatsmachten met goedkeuring van het grondwettelijk hof overgedragen zijn aan een entiteit die geen deel is van deze politieke gemeenschap, die daar niet door gecontroleerd en gelegitimeerd wordt, en die vanaf nu eigenlijk kan doen wat ze willen. Er is geen politieke en geen juridische binnen de context van deze politieke gemeenschap zoals ze in de grondwet is vastgelegd. Er is geen gevecht of zelfs geen debat meer mogelijk over wat dat die Europese Unie is of doet. Je moet u dat goed realiseren. Dat betekent dat eigenlijk de Belgische politieke gemeenschap zoals wij die kennen sinds 1830 vandaag tot het einde gekomen is. Ja? Malheureusement, ce fin de cette communauté politique ne crée pas automatiquement une situation, disons, révolutionnaire. Spijtig genoeg betekent dat niet dat er vanzelf een soort van revolutionaire toestand ontstaat. Een opening, een breuk, une brèche, un abîme dans lequel des choses peuvent se produire parce que la globalisation qui a atteint sur le niveau réel maintenant, je crois, le niveau continental. Hein? C'est pour ça que dans la logique moderne, ce qu'ils essaient, et c'est les institutions européennes, parce qu'ils sont déjà en train de préparer la prochaine étape. La prochaine étape, c'est vraiment de créer une thésaurier européenne
et un gouvernement explicite, pas une gouvernance, mais un gouvernement explicite économique. Alors la séparation entre la sphère économique et la sphère politique sera complète et on serait sans aucun pouvoir, même nominal, sur ce plan-là. Dus de volgende stap wordt nu al voorbereid. Daar zijn al documenten voor aan het circuleren en zo. Dat zal binnenkort wel geannonceerd worden. Men zal een Europese schatkist tot stand brengen. Men zal een Europese economische regering, niet gewoon een governance, maar een regering tot stand brengen. En de laatste restantjes van politieke invloed op het economisch beleid zullen totaal verdwijnen. Ja? Voilà. Qu'est-ce qu'une constitution? Encore une fois, une constitution est un texte, si tu veux, ou est une déclaration qui constitue une communauté politique, un polis, comme les Grecs disaient. Ça peut prendre beaucoup de formes. C'est pas vrai que n'importe quel groupe de gens qui s'unissent et qui disent on va écrire une constitution forme une constituante. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce serait un think tank peut-être très intéressant, ça peut être utile pour le futur aussi, mais tu ne peux pas simplement créer une nouvelle constitution. Même un parlement ne peut pas créer une nouvelle constitution, parce que ce parlement est créé par la constitution en vigueur. Si ce parlement créera une nouvelle constitution, il s'annule immédiatement lui-même. Et de là, de nouveau, tu te trouves dans une situation objectivement révolutionnaire. C'est une des premières étapes de la Révolution française, d'ailleurs. Évidemment, avec une préhistoire différente à cause de l'Ancien Régime, mais ça ne change rien, parce que l'idée de la Constitution implicite est beaucoup plus ancienne que ça. Dus het is niet omdat je samen gaat zitten en zeggen van we gaan eens een grondwet schrijven, dat je een constituante bent, een grondwetgevende vergadering. Ja? De voorwaarde om een grondwet te schrijven, om werkelijk een grondwet te creëren, betekent dat er werkelijk een breuk is in de bestaande politieke verhouding. Een fundamentele breuk. Ook een parlement kan niet gewoon een nieuwe grondwet schrijven. Dat parlement is namelijk gelegitimeerd door de bestaande grondwet. Dat zou dus met andere woorden zichzelf samen met die grondwet opheffen. Als die een nieuwe grondwet zou schrijven. Changer une constitution, ça c'est autre chose. Mais même là, par exemple, dans la constitution belge comme elle est maintenant, c'est très difficile, et pour bonne cause, de changer la constitution. Tu n'as pas simplement besoin de 2 tiers, ou même dans 2 tiers dans chaque groupe linguistique ou des trucs comme ça. Tu peux seulement indiquer ce que tu veux, et c'est la prochaine législature qui va vraiment faire. Ça veut dire qu'un parlement ne peut pas réclamer le pouvoir de changer comme ça, là, justement parce qu'ils sont élus. Non, 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 non. C'est vraiment fixé fondamentalement dans la structure de la Constitution. C'est justement pour mettre au clair du jour que tu ne peux pas simplement changer ça à ton gré. Tu peux changer ça, mais tu as besoin d'un très grand consensus sociétal pour le faire. Zelfs binnen de bestaande verhoudingen is het wijzigen van de grondwet in België echt heel moeilijk. Je hebt niet alleen een 2/3 meerderheid nodig, er is zelfs een 2/3 meerderheid in elke taalgroep, maar je kunt alleen maar zeggen we zouden dat en dat en dat willen veranderen. Het zal de volgende verkozen legislatieve vergadering zijn die dat mag doen. En dat is om te verhinderen dat er een parlement is die denkt dat de grondwet zijn eigendom is en een beetje kom, ici et là, we gaan dat een beetje veranderen zo. Aussi, une bonne constitution, et j'ai entendu les gens parler et je comprends très bien, évidemment, idéologiquement, je ne suis pas pour l'existante constitution belge. Elle est dans son essence libérale, mais libérale du 19e siècle. Ça veut dire quand même qu'il y a certaines choses qui sont garanties sur le plan de la démocratie politique. Je ne dirais pas immédiatement économique, ça a été acquis, excusez-moi, ça a été acquis au cours de beaucoup de luttes, des ouvriers, des mouvements ouvriers, etc., et des 2 guerres mondiales, évidemment. De aussi reconnaître les droits fondamentaux économiques et culturels. Mais l'idée du pouvoir réel, même représentatif, ça c'est aussi une discussion, mais l'idée du pouvoir réel, le fait qu'il y a vraiment des instruments avec lesquels le peuple, qui n'est pas nécessairement défini ethniquement, ça c'est très important, qui n'est pas nécessairement défini ethniquement, peut vraiment influencer, pas seulement par le moyen des élections, le processus décisif, dans la Constitution belge, sont relativement forts.
in de Belgische grondwet, dat is natuurlijk een liberaal ding zo, dat weet ik ook, ik ben geen liberaal, maar de mogelijkheden van de burgers, van de bevolking, die niet per se etnisch gedefinieerd is om in te grijpen op het politieke beslissingsproces, zijn nog altijd relatief groot. Natuurlijk, de economische rechten zijn daar maar veel later bijgekomen, na alle proletarische strijd en na de Twee Wereldoorlogen en heel de Grote Terug. Maar zelfs dan, maar daar zit nog echt een soort van mogelijkheid in. Les élections, ça faisait, je parle dans le passé, ça faisait quand même une certaine différence. Maintenant, c'est fini. Tu peux élire ce que tu veux. Dès aujourd'hui, c'est littéralement, explicitement clair que n'importe qui tu élis, voilà, ça ne changerait rien. Ce que Juncker a dit vis-à-vis de la Grèce, c'est maintenant aussi vrai en Belgique. Pas à cause de quelque chose que Juncker a dit, mais à cause de notre propre code constitutionnel. Qui dans le passé a quand même eu un peu plus de couilles. Maintenant, c'est fini. Ils sont à plat sur leur ventre devant le gouvernement et devant la Commission européenne. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Het grondwettelijk hof, dat vroeger toch iets wat meer constitutionele ruggengraat aan een dag legde, is vandaag helemaal totaal plat. Excuseer. En ik heb echt nodig. Excuseer, vraiment bezoar. Plat op zijn wens gegaan voor de regering en voor de Europese Commissie. Ja? Voilà, ça c'est le constat. Et pourquoi? Parce que un traité international, c'est-à-dire le traité de stabilité, de gouvernance et tout le bazar, le traité d'austérité, qui exige que son propre contenu, c'est-à-dire le Washington Consensus en extrême, c'est le néolibéralisme, globalisme en extrême, la discipline budgétaire, les normes de dette, etc. C'est une conception politique de la société économique et dès lors aussi politique. Cette conception doit être constitutionnalisée. Ça veut dire qu'un Parlement ne peut rien d'autre qu'appliquer ces normes dans une législation administrative, si tu veux. Faire le budget de l'État, ça ne devient rien d'autre que d'implémenter certaines normes de cette ou cette manière. Ça veut dire que la vraie liberté politique de changer dans la limite très large de la Constitution de régime, si tu veux, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Het is gedaan. Jij kunt door verkiezingen geen enkele reële sturing meer geven aan het fundamenteel sociaal-economisch beleid. Dat kunt jij niet meer. Dat heeft het grondwettelijk hof vandaag beslist. Voilà. Et c'est le début de quelque chose. C'est pas la fin, malheureusement, mes amis. C'est le début de quelque chose. J'ai dit, et je le sais, les documents sont là, qu'ils sont déjà en train de préparer la prochaine étape. Mais en fait, ce qui est clair maintenant, c'est que la Commission européenne a le pouvoir de faire ici en Belgique ce qu'elle a fait en Grèce. Et elle le fera, je te jure. De Europese Commissie heeft nu formeel de bevoegdheden om in België te doen wat ze in Griekenland gedaan hebben en ze zullen dat doen. Ja. Qu'est-ce que ça implique? Malheureusement, je ne le sais pas. Dans le sens que c'est pas pas possible. C'est pas parce que on s'assoit ensemble et on dit on va écrire une nouvelle constitution qu'on est une constituante. Une constitution, c'est quelque chose sur l'ordre ontologique de la société. Il faut certaines conditions, il faut certaines brèches, il faut certaines ouvertures fondamentales, il faut, disons comme il est, une situation proto-révolutionnaire ou révolutionnaire pour le faire. Est-ce que ça veut dire que s'asseoir et penser sur ce que ça pourrait être des constitutions? Est-ce que c'est inutile? Pas du tout, évidemment. Mais on ne doit pas se faire des blagues dans la tête. Hè? Wat moeten we nu doen met deze vaststelling? Ik weet dat eerlijk gezegd niet goed. Ik weet alleen dat we niet in de val moeten trappen van ons lekker samen te zetten en te denken wij gaan nu een keer de nieuwe grondwet schrijven of een nieuwe grondwet. Want de voorwaarden daarvoor zijn niet voldaan. Je hebt een quasi-revolutionaire situatie nodig om dat zinvol te kunnen doen. Om laten we zeggen, c'est pas justement une question simplement de relation de force, ça c'est déjà quelque chose d'établi. C'est le manque d'une relation claire de relation de force qui donne cette ouverture nécessaire. Het is juist omdat er geen uitgeklaarde krijgsverhouding is
dat de mogelijkheid om constitutioneel in te grijpen bestaat. Om iets te stichten uit het niets. De créer quelque chose ex nihilo, du rien. Pas tout à fait du rien dans le sens qu'il n'y a pas une réalité plus large évidemment, mais du rien dans le sens que c'est pas justement changer les proportions des relations de pouvoir, c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, ça c'est très important. Il y a des raisons pour être sceptique si ces conditions se produiraient dans le proche futur. Agamben a écrit des choses très intéressantes là-dessus. Het is nuttig en zinvol om voorzichtig te zijn en kritisch te zijn met betrekking tot de mogelijkheden om nieuwe grondwetten te schrijven. Agamben heeft daar goede dingen over geschreven. Mais il faut garder dans la tête, je vais encore finir ma phrase et après je vois des gens qui veulent dire des choses. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose par exemple de l'exemple de l'Islande? Oui. Est-ce qu'on peut apprendre des choses de notre propre histoire? Oui. Quelles choses est-ce qu'on peut apprendre? D'abord, et ne me comprenez pas faussement, mais toute démocratie réelle, fonctionnelle, est basée localement. Ça n'a rien à faire avec un ethnicisme ou un nationalisme où je m'en fiche. Local, ça peut même partir des villes. Mais c'est local et c'est comme ça que ça fonctionne. En Islande, ils ont samengeroepen. Ils ont rassemblé des gens dans des villes et des quartiers ou des je ne sais pas quoi exactement quoi. Et là ils ont discuté, et là ils ont élu des gens qui allaient faire partie d'une constitution. Il ne faut pas oublier que l'Islande est une île où tout le monde se connaît presque. C'est presque comme une ville grecque. Hein? C'est presque comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est évidemment pas possible comme ça ici. On doit trouver de nouvelles manières. Mais ceux qui pensent que tu peux faire une sorte de démocratie ou une sorte de constitution seulement sur le grand plan continental, ils sont en train de faire la globalisation continentale, justement ce que la Commission européenne veut. Hein? Alors, est-ce qu'on peut faire de la solidarité et de la connexion internationale et interculturelle sur base d'une vraie démocratie constitutionnelle, des polis en pluriel? Oui, c'est possible. On doit regarder à notre propre histoire. Pendant des siècles, on a connu des grandes networks, des grands réseaux, des villes indépendantes qui avaient leur propre langue, leur propre monnaie et leur propre religion, mais qui étaient connectés par des traités très forts qui ont existé pendant des siècles et qui ont résisté à la force des très grands pouvoirs comme l'Espagne, l'Allemagne, etc. C'est par exemple comme la Ligue hanséatique. Et ils étaient censés de se défendre militairement et monétairement contre tout essai des grands pouvoirs de prendre leur indépendance. Et ça a marché pendant des siècles et il n'y avait rien comme une vague, bizarre, non réaliste, pseudo-internationalité. Non, toutes ces entités avaient leur grande, si tu veux, identité, mais pas identité dans le sens moderne. C'était des trucs très ouverts, c'est surtout des villes commerciales avec des ports et il y avait des gens qui venaient des centres de culture, etc. Mais ils étaient là comme ça. Venise n'était pas Bruges, Bruges n'était pas Hambourg. Hein? C'est très très important. Il y a des exemples de manière de fonctionnement dans un temps où il n'y avait pas même l'Internet ou Facebook. Et on est en train d'essayer de penser une société politique sans une structure, seulement des individus, excusez-moi, ce serait le marché. Ce serait le marché, ce serait la main invisible, rien d'autre que ça. Ou avec quelque chose qui n'est pas un État ethnique. Évidemment, je ne veux pas un État ethnique, mais on ne sait pas quoi alors. On a des exemples réels et on a des exemples historiques. Et je vous invite de regarder ça et de prendre ça avec dans vos discussions et dans vos actions. Merci beaucoup. Donc quand tu as parlé de Venise, c'est différent de... Tu parlais à quelle ville? Moi j'ai pensé à Hambourg, qui en ce moment est une des premières villes en Allemagne où on a introduit un début de démocratie directe. D'après ce que je sais, il y a 4 ou 5 ans, le référendum Lian a été introduit à Hambourg, ce qui est une très grande ville et un très grand district. Et la première chose que les citoyens qui ont réussi à introduire ça, dans les lois locaux,
Ce qu'ils ont attaqué en premier, c'est les lois de Kieswet, des élections. Donc, de changer les seuils et d'améliorer les possibilités démocratiques. Maintenant, depuis, on n'entend plus beaucoup là-dessus. Je vous invite à aller chercher sur Internet. Mais en Allemagne, il y a un groupe qui s'appelle Démocratie Directe, quelque chose comme ça, qui ont un bus avec 2 étages, qui parcourt le pays avec une quarantaine de volontaires depuis une dizaine d'années, et qui cherchent qu'avec ces 40 personnes à améliorer à chaque fois dans les petits endroits locaux, d'améliorer les possibilités des citoyens pour avoir du pouvoir. Et ils y arrivent donc à droite, à gauche. Et je vois ça en rapport avec une écologie qui est très vivante en Allemagne, plus qu'ici, où on a déjà une production de plus de 10%, je crois, d'énergie renouvelable. Donc la démocratie est directement liée à la situation écologique. On n'a pas d'écologie sans démocratie. C'est d'ailleurs pour ça que c'est urgent qu'on agit et qu'on trouve des possibilités pour avoir notre mot à dire. C'est très important. Et je parlais avec quelqu'un qui anime Vega ici. Il dit que c'est très difficile de mobiliser des gens autour d'un projet politique. Mais bon, ici, c'est quand même un projet politique qui se construit. Je ne sais pas. Je serais très heureux de pouvoir sortir ici après quelques semaines de discussion avec un projet politique. Un truc concret, un petit truc et un clou qu'on tape dessus tout le temps. Pour ma part, le référendum liant à Bruxelles 1000. Et voilà. Et on tape sur ce clou et on essaye de l'avoir. Et c'est comme ça qu'agit cette association Démocratie Directe en Allemagne aussi. Et après 10 ans, ils ont des résultats, donc il faut du temps. Merci. Voilà, mais moi je voulais te remercier pour ton intervention, j'ai trouvé vraiment intéressante et tu as amené beaucoup de matière. Maintenant, moi je me pose la question, voilà, nous à Nuit Debout, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire, comment on peut s'organiser pour aller dans cette direction-là, quoi. Ça, c'est pas sérieux. Hein. Allez, non, c'est très sérieux, mais c'est pas fair. Allez, fair in English. Comme j'ai dit, j'ai pas de réponse directe dans le sens, voilà, c'est ça ce que vous devez faire. Moi, je crois que d'abord, le futur sera pluriel. Alors, le fait que même dans les alternatives, il y aura, disons, un design de base qui est valable pour tout le monde, je crois que c'est plus vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des principes ou des valeurs à partager, mais même la manière dont elles sont instanciées peut être différente. Je crois que c'est très important de continuer à travailler vraiment d'une manière démocratique, dans le sens ouvert et présent. L'idée de la démocratie locale, c'est que les gens peuvent être présents et pas seulement représents. C'est très important. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, et travailler de manière pour néanmoins travailler à d'autres distances, c'est important. C'est pour ça d'ailleurs que la démocratie électronique oublie ça. Hein. Même les référendums, il faut, sur n'importe quelle échelle, il faut aller sur les gens, discuter avec les gens et avoir des votes locaux réels. Hein? Le vote électronique, c'est la manipulation. Dans les prochaines étapes que l'Union européenne prévoit, ils sont en train de construire un truc de démocratie électronique. Tu le vois déjà. Hein? Oublie ça. Mais alors, travailler avec des multiples points de départ, comme ça se passe assez spontanément apparemment, hein? où tu as des vrais débats, des vraies initiatives concrètes, envisageables, et qui sont quand même connectés par des gens qui donnent rapport de ce qui se passe ailleurs, par les médias sociaux électroniques aussi, évidemment, mais pas seulement, etc. Et ce qui a été dit ici maintenant, hein, des projets concrets mais radicaux. C'est dans ce sens, je ne suis pas tout à fait d'accord du projet de Diem, dans le sens que ceux qui pensent que réformer l'Union européenne est possible, ils rêvent. Mais je ne crois pas que c'était ça l'idée
vraiment initiale de Diem parce qu'ils veulent en fait créer le processus d'une vraie constituante. Ça veut dire... Explique ce que c'est Diem. Diem, c'est le truc de Varoufakis là. Hein? Democracy in Europe movement. Ja, c'est ça, je ne savais même pas je me rappelais même pas voilà. Alors Varoufakis a appelé, sur base de l'expérience grecque, hein, on a vu ce que c'était le précurseur de tous ces projets, il a créé un mouvement européen, qu'il dit explicitement local, régional, national, européen. Hein, et ils veulent créer d'une manière ou une autre un processus constituant en Europe. Mais en fait, ils ne savent pas comment, et c'est logique, parce que c'est pas évident. Et pas tout le monde qui s'assoit ensemble fait une constituante. Ça, c'est ce qu'ils doivent travailler dessus et concevoir. Mais ça, c'est pas si important que ça. Le point, c'est que ils ont mis comme idée, juste comme ça a été déclaré ici, de mettre avant 1 ou 2 points exigences radicales. Et de ne pas donner rien là-dessus. Pas négocier là-dessus, mais les tenir 100%, full percent. Et ça, c'est une manière de mettre des brèches, d'essayer de faire des leviers qui peuvent causer des brèches dans l'ordre politique existant. Alors, ils mettent des choses très concrètes, comme par exemple, laissons avoir toutes les réunions du Conseil des ministres et de la Banque Europe centrale être uitgezonden. Non, uitgezonden via het internet. Livestream. Que tu peux suivre les discussions internes dans ces organisations-là directement pour la transparence. Mais le fait, c'est que c'est évidemment impossible. La manière que ces institutions fonctionnent rend totalement impossible, même idiote cette idée, mais c'est pas idiote. C'est une exigence très logique et très correcte, mais c'est impossible de la remplir dans le cadre existant. Alors, il ne faut pas commencer à négocier là-dessus. Il faut continuer à exiger ce qui est évident et parfaitement possible en principe, mais pas dans l'ordre existant. Ça, c'est une technique démocratique qui peut... Et c'est ça ce que... Où est-elle? Qui a parlé de Hambourg? Oui. Rappelle-moi ton prénom. Yeah, Valentine. Ce que Valentine a dit, ce qui se passe en Hambourg, c'est un peu la même chose, mais sur un plan local. Je crois que ça, c'est déjà une bonne manière de travailler. Et je vais stopper parce que... Merci. C'est à propos des actions militantes qu'on pourrait faire à Nuit Debout, enfin avec Nuit Debout. Moi, je me disais, on pourrait faire quelque chose qui n'est pas forcément sérieux, du second degré. Par exemple, le jour couché. Le jour couché, c'était un sketch de 2 chroniqueurs sur France Inter, donc Guillaume Meurice et Charline Vanhoenacker, donc qui jouaient 2 patrons, donc Édouard et Marie-Christine, qui montaient un mouvement anti-Nuit Debout, donc qui s'appelait Le Jour Couché. Et ils avaient d'ailleurs invité, ils ont invité pendant qu'ils faisaient ce sketch Pierre Gattaz, donc le président du MEDEF. C'est d'ailleurs extrêmement drôle. Je vous conseille de chercher sur YouTube Jour couché. Et donc moi je me disais, on pourrait organiser un jour couché, je sais pas, par exemple devant le Parlement fédéral. Voilà. C'est tout. Je trouve la discussion très intéressante. Il est parlé des choses concrètes, donc le concret. Il est parlé de l'idée que la constitution belge, ça c'est complètement un auberge. Et il est parlé ici sur un projet politique. De 3 choses. Une, je pense qu'en effet, comme j'ai expliqué que toute cette bataille contre ce traité était ressortie des indignés, je pense qu'ici, Nuit Debout a besoin de quelque chose de concret. Et je crois qu'en parallèle, que toutes ces discussions sur TTIP est maintenant un thème rassembleur où tout le monde peut se voir. C'est vraiment les 90% qui sont victimes de cette prise des multinationales sur notre démocratie.
Et donc, pour parler sur ce que vous avez sur la Constitution, savez-vous ce que la 6e réforme d'État a décidé? Ils ont inscrit dans la Constitution le droit d'une consultation populaire régionale. Ça veut dire, dorénavant, Bruxelles, région, peut organiser une consultation populaire. La Wallonie va commencer et début juin, le Parlement wallon va décider un décret sur les modalités d'une consultation populaire en Wallonie. 60 000 citoyens peuvent demander ça. Je ne vais pas aller en détail, etc. Mais qu'est-ce qu'est l'affaire? Et ça confirme ce que vous dites sur la qualité de cette constitution. Et auquel je suis d'accord. Si nous, on était allés au concours constitutionnel, c'est parce que on voulait, comme Karine le disait, le fond de la souveraineté dans cette constitution. Pas tout ça. Mais tu sais ce qu'ils ont décidé, ces 8 partis qui ont changé la constitution? Ils ont dit qu'une consultation populaire régionale pour Bruxelles, par exemple, est possible, sauf sur les traités internationaux. Et donc, dans Louis Debout à Gand, on a déjà 3 fois un groupe de travail sur TTIP. Ce n'est qu'une proposition. Nous, on va commencer cet été à Gand pour une initiative, récolter des signatures pour une consultation populaire en Flandre sur le TTIP canadien qui passe dans le Parlement les prochains mois. Et il y a déjà une grande manifestation qui est planifiée. Note déjà, aujourd'hui, cette date, 20 septembre, 18h, ici à Bruxelles, une grande manifestation de toutes les ONG de la Belgique contre le TTIP et le TTIP canadien. Et je pense que ça pourrait un projet que Nuit debout et les citoyens ici peuvent porter ça. Un travail de fond concret où tu peux toucher tout le monde, où tu peux vraiment apporter quelque chose et où on peut stopper toute cette déni de démocratie. Moi, je crois qu'il faut réécrire une constitution parce que si on ne la réécrit pas, dans 5 ans, on est encore là. En fait, dans 5 ans, il y aura de nouveau des abus de pouvoir et on recommencera sur autre chose, sur l'écologie, sur... donc, je pense qu'il faut faire prendre conscience aux gens maintenant que leur impuissance politique est instituée dans la Constitution. Elle est dedans. Pourquoi est-ce qu'elle est dedans? Parce que jamais on parle de nous. Jamais. Jamais. On parle de la puissance politique, de ceux qui dirigent. Et il nous faut une nouvelle Constitution, celle qui nous protège des abus de pouvoir. Mais je pense qu'il nous faut un autre système politique aussi. Il faut arrêter avec ce système particratique où on a le choix entre la gauche, la droite, mais finalement tout se ressemble. Il faut inventer des autres institutions. Il faut en inventer d'autres. Il faut créer des institutions avant les élections ou un tirage au sort, ou peu importe, on peut tout inventer, mais il faut des institutions avant pour savoir pour qui on va voter. Il faut des institutions pendant, des institutions de contrôle, des institutions après, des institutions bien après les mandats. Il faut que les mandats soient courts, non renouvelables. On ne veut pas des professionnels de la politique. On voit ce que ça a donné des professionnels de la politique. On n'en veut plus. On est capable. Je pense qu'on est égaux. On n'est pas égaux en taille, on n'est pas égaux en n'importe, mais on est égaux politiquement. Donc je pense que prendre une décision, que ce soit sur l'écologie, sur le budget, je pense qu'on est tous égaux. Donc il faut, de un, réécrire la Constitution. Il faut la lire déjà. Il faut écrire des articles de Constitution chez soi. Il faut en écrire, tiens, on va élire on va élire les gens, ou on va faire des élections sans candidat, par exemple. Les élections sans candidat, c'est génial. Quoi? Non, mais les élections sans candidat, mais tu vas chez ton boulanger, tu dis putain, allez, tu parles bien, tu rassembles, tu t'énerves jamais. Moi, je vais voter pour toi. Et le boulanger il dit non, fais pas chier, quoi, non, je n'ai pas envie de voter. Et puis finalement, le gars, il est porté, il n'avait pas envie, et il se retrouve avec il se retrouve avec le pouvoir. Mais c'est quoi le mieux? C'est
donner le pouvoir à quelqu'un qui le veut ou donner le pouvoir à quelqu'un qui ne le veut pas? C'est quoi le mieux? Mais non, mais il y a une maladie qui existe, c'est la maladie d'hubris. La maladie d'hubris, allez voir, ce sont les gens qui sont fous du pouvoir. Donc je pense que tous, chacun, dites-le à votre frère, à votre père, il faut s'intéresser à la Constitution. C'est ce qui nous donnera notre puissance politique. Et à partir de ce moment-là, on doit plus se battre, puisque c'est nous qui l'avons décidé. Donc moi, je voulais encore parler un tout petit moment des traités de libre-échange, notamment du CETA. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant. Est-ce que tout le monde sait de quoi ça parle, le CETA et le TTIP? Oui. Donc hier... non. Donc le CETA hier, donc le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Donc hier, le Parlement wallon a donc bloqué, ne veut pas donner son aval au Parlement fédéral. Donc c'est Magnette qui a mené cette initiative, ce qui est quand même déjà une très très belle avancée par rapport à ce qu'on a vu jusque maintenant, parce que c'est le premier gouvernement en Europe qui dit qu'il veut bloquer le CETA. Maintenant, la seule chose qu'il y a, c'est que si ce n'est pas considéré comme un traité mixte, ça veut dire si c'est considéré comme un traité qui est non mixte, ça veut dire que c'est uniquement le Parlement européen qui va voter pour le traité, ce qui est très improbable, mais toujours possible parce qu'on peut s'y attendre à tout de nos gouvernements. Par contre, donc moi on a amené des affiches No TTIP CETA pour mettre à vos fenêtres. C'est important de faire savoir encore un peu plus à la grande masse de la population de quoi ça parle, parce que je crois qu'il y a encore énormément de gens qui ne sont pas au courant. Voilà, donc je vais mettre les affiches ici, et ceux qui veulent, qu'ils en prennent et qu'ils en mettent un peu partout, ce serait chouette. Voilà, merci. Peter et Jean-Pascal. Peter. Et Jean-Pascal après. Je voulais juste dire, moi je viens d'Anvers. Il y a 1 an que nous avons débuté un mouvement qui s'intitulait Citoyens debout. On a commencé parce qu'il y avait un sit-in, une manifestation contre Bart de Wever à Anvers, quand il a, comment ça se dit, beledigen? Insulté la communauté marocaine, surtout berbère à Anvers. Il y avait un sit-in et le soir même, 250 personnes se sont fait arrêter. Et donc nous, on avait décidé, si on ne peut pas manifester, on ne peut pas faire des sit-in et des actions, on se met debout en tant que citoyen. Et pour que ça ne soit pas une samenscholing, un rassemblement, on se met de distance 2 mètres et on reste debout. Donc ça fait 1 an. Vu le mouvement en France, on s'est dit, voilà, citoyens debout, en se taisant, en ne réclamant rien, en ne disant rien, n'apportant pas des drapeaux ou des calicots ou quoi que ce soit, on était juste là pendant 1 an. Très vite, ça s'est épandu à Ostende, Bruxelles, Namur, il y en avait à Gand, à Limbourg. On s'est dit, vu la situation en France, on va s'arrêter de se taire et on va commencer à se réunir et débattre et discuter et voir comment on va avancer. Et donc il y a des nuits debout à Anvers et Louvain et Ostende et Gand aussi. Et je crois que c'est important de savoir que même si on n'est pas nombreux ici ce soir, c'est un mouvement qui s'élargit tout le temps. Ce qui est aussi important, c'est que en tant que mouvement, c'est pas nouveau. Moi, j'étais là avec des gens qui sont ici aussi en 2011, quand on a occupé le carré de Moscou, avec les indignés, les Espagnols qui étaient là. Là aussi, je me suis déjà dit, et j'ai dit aux gens, c'est pas un nouveau mouvement. C'est des gens qui se rassemblent et qui font des nouveaux réseaux, et qui se rencontrent et qui discutent et qui réfléchissent sur les problèmes.
qu'il nous faut, à mon avis, c'est surtout ça, c'est se rencontrer, discuter, penser, occuper des places publiques et les garder. Et si tu veux une autogestion et tu dis, voilà, on va s'organiser nous-mêmes, indépendants, il faut aussi un peu réfléchir à comment défendre ces endroits. Il faut des endroits, comment ça s'appelle, zones à défendre. Cette zone ici me semble une zone à défendre. Il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va la défendre de tous les moyens possibles, quoique armée, aujourd'hui, ce n'est pas forcément utile. J'ajoute seulement que l'idée d'une constituante, je suis d'accord avec Raph et Karine, où ils disent la Constitution, c'est ce que nous avons, et donc il faut la défendre, mais je crois que pour avancer, il faut un peu laisser l'idée d'une Constitution et de créer un autre État et une autre Constitution. Je crois qu'il faut mieux voir comment on peut créer des liens entre des citoyens sans État, hors de l'État, et donc plutôt créer des chartes que nous, on soutient, et qui n'ont rien à voir avec l'État, et qu'on s'en fout un peu de l'État en soi. Je ne crois pas que l'État défend nos intérêts, je crois que l'État est en soi plutôt le problème. Trois minutes. Alors, j'ai un peu l'impression qu'il y a une dimension tour de Babel où chacun exprime son point de vue en fonction de son expérience, en fonction de son combat, de son action. Il y a des dogmes. J'ai envie de dénoncer un dogme. On parle de démocratie comme si on avait tous compris ce que c'était, qu'on était tous d'accord avec le terme démocratie, et on sait ce que c'est la démocratie. La démocratie, c'est l'obligation d'abord de rassembler plus de 50% des gens pour être d'accord sur le prochain caillou qu'on va suivre. Le capitalisme, c'est l'opposé, c'est la loi du plus fort. Le capitalisme, c'est j'ai du pognon, je t'achète et ta gueule. Voilà. Alors, on met deux tortues sur la même ligne de départ, la démocrate et la capitaliste. Je vous laisse deviner celle qui a le turbo, quoi. Il y en a une qui va respecter les règles et l'autre pas. Et donc, face au capitalisme, la démocratie part avec 14 longueurs de retard. Et pourtant, face à toute tyrannie, c'est le moins mauvais des systèmes. Hein. Parce que Raph disait, l'origine de la démocratie, nous situait ça quelque part en Angleterre. À ma connaissance, c'est plutôt en Grèce. Et si on a inventé la démocratie, c'est parce qu'il y avait des rois qui se faisaient la guerre entre cités. Et il y avait des marchands qui n'aimaient pas ça, parce que ça nuisait au commerce. Et c'est le commerce qui a fait que la démocratie est née, c'est le comble quand même, pour ne pas faire la guerre. Donc le commerce, la démocratie, l'antimilitarisme, la paix, ça rentre dans le même pot, c'est la même solution face aux mêmes pulsions humaines. Il faut quand même s'en souvenir de ça. Aujourd'hui, on a atteint un degré de sophistication absolument phénoménal. Et en même temps, tout le monde n'en a pas profité. Résultat des courses, on est face à une population qui n'a pas la même culture, qui n'a pas eu la même chance d'apprendre, le même temps, la même quantité de neurones, et on pourtant doit être d'accord pour les solutions qu'on propose, en face de gens qui ont la culture, qui ont l'expérience, et qui ont une idéologie capitaliste, donc la loi du plus fort. Et ils ont la légitimité à l'avance. Donc on part toujours avec une longueur de retard. C'est chronique. Je pense que le seul moyen de se dire démocrate aujourd'hui est de réclamer du temps pour chacun. Nous avons atteint un degré de technologie qui permet de sortir l'homme de la machine-outil. Et nous devons réclamer ça parce que quand on met en concurrence une population, au départ, au lendemain de la guerre, on devait reconstruire, et on n'avait pas toutes les machines qu'on avait. Et pourtant, ils ont reconstruit l'Europe. Et on avait besoin de tous les bras. Et puis, on nous a dit, ah mais attention, les chaises commencent à être comptées. Hein. Vous allez peut-être devoir changer de chaise, vous ne ferez pas toute votre carrière au même endroit. Et puis on a retiré des chaises. Fatalement, il y avait des machines. Alors on s'est retrouvé au jeu de la chaise musicale, hein. 9 chaises pour 10 types, 9 chaises pour 12 types, 9 chaises pour 14 types, et puis 7 chaises pour 14 types, et puis 6 chaises pour 18 types. Ah ben oui, si on les met en concurrence, dans cette idéologie du jeu, hein, le paradigme du jeu en sociologie, eh bien ça fait des gens qui sont atomisés, qui se retrouvent en concurrence les uns avec les autres,
et qui fatalement deviennent le meilleur ennemi. Mon meilleur ennemi est mon voisin, fatalement, parce qu'il va prendre mon boulot. Et mon voisin, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va voter pour un parti qui va le protéger. Et donc la démocratie est confisquée par une particratie. Et je pense qu'il faut comprendre ces mécanismes-là. Dire on va faire des solutions, on va plonger dans des mobilisations, etc. On doit travailler pour le pour. Si nous ne définissons pas un projet, eh bien on est dans le vide. Et le projet, il doit être compréhensible par chacun. Même le plus con, je suis désolé. Donc, la culture, l'historicité des événements, non, il faut qu'on puisse inventer des outils conceptuels que tout un chacun peut comprendre. Et je propose de rajouter un petit baseline à Nuit debout, qui serait « Je suis une goutte, nous sommes une vague ». Je pense que c'est l'océan qui est à conquérir et que ça sera tous ensemble ou pas du tout. Et donc tous ensemble, ça passe par une dialectique commune. Merci.